Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la tier list des lectures du mois de juin. Comme d'habitude, ce sera une vidéo en deux parties. Première partie, tier list. Deuxième partie, top flop. Il me semble qu'il y a une dizaine de mangas dans chaque vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti. Et on commence très très fort avec Billy Bat. Donc si vous aviez vu la vidéo Achat Manga, c'est un manga que j'ai eu pour mon anniversaire en intégrale, donc les 20 tomes. Alors ce mois-ci, j'ai pas pu lire les 20 tomes, mais j'en ai lu quand même 13 sur 20. Donc ce qui fait que peut-être le mois prochain, je vous ferai un autre avis sur la fin de la série. En tout cas, Billy Bat, ça nous parle de ce personnage, Kevin Yamagata, qui est un dessinateur de BD, et notamment dessinateur d'une petite chauve-souris qui s'appelle Billy Bat. Il va se rendre compte que cette chauve-souris qu'il croyait être le seul à dessiner, elle a une histoire un petit peu plus ancienne, et il va retrouver en fait cette chauve-souris dans une autre BD, et d'ailleurs pas que dans des BD, et puis ça va donner lieu à une enquête gigantesque dans plusieurs pays, mais aussi dans plusieurs époques de l'histoire. Jusqu'ici, je trouve ce manga totalement passionnant. C'est déjà mon œuvre préférée de Urasawa, même si je sais que ce n'est pas qu'une œuvre de Urasawa, c'est aussi une œuvre de Takashi Nagasaki, mais c'est vraiment incroyable. Il y a quasiment jamais de temps mort, là où dans des mangas de Urasawa, même dans mes séries que j'aime beaucoup comme Monster, 20th Century Boys, Pluto, etc., des fois ça peut avoir quelques longueurs. Là dans Billy Bat, je trouve vraiment pas. C'est rempli de rebondissements, c'est rempli d'énigmes qu'on résout de tome en tome. En fait, quand on termine un tome de Billy Bat, c'est très difficile de pas prendre le deuxième. Au niveau du dessin, ça ressemble beaucoup aux œuvres d'Urasawa, ce qu'il fait dans Monster, 20th Century Boys, etc. Mais on a le droit en fait à chaque début de tome à la BD de Billy Bat, et qui est en couleur. Donc on a 4-5 pages couleur. Et je trouve que ça met directement dans l'ambiance, en fait. On a vraiment l'impression d'être dans l'histoire et de nous aussi lire cette BD, en fait, que Kevin Yamagata réalise. Et on va voir bien sûr que cette BD n'est pas une simple BD. Elle a aussi un certain pouvoir, une certaine signification un peu plus profonde. En tout cas, je vous recommande les yeux fermés. Billy Bat, vraiment, s'il y a une série de Urasawa à lire, lisez Billy Bat. Et bien sûr, vous vous doutez qu'avec tant de compliments, je peux pas lui mettre moins que 19 sur 20. Une série qui touche bientôt à sa fin et que j'adore, Boko Stratège, le tome 7. Comme d'habitude, notre héros Kerry se retrouve dans des situations totalement rocambolesques. On se demande tout le temps comment il va s'en sortir, et vu que c'est un stratège, notre sacré Kerry, on sait qu'il va trouver des solutions. Au niveau du dessin, c'est toujours impeccable, même avec ce style un petit peu old school. Moi, je suis toujours un petit peu réticent sur ce style old school, mais avec Boko Stratège, ça marche à la perfection. Et au niveau du scénario, on est toujours dans le feu de l'action, toujours plein de rebondissements, toujours des histoires à couper le souffle. Moi, ça me séduit totalement. Et je suis très triste qu'au prochain tome, ça se termine. C'est un vieux manga, hein. Mais ça va être un petit déchirement de ne pas avoir mon petit Boko Stratège tous les 3-4 mois. En tout cas, merci à Vega Dupuis d'avoir réédité cette série, ça valait vraiment le coup. Et donc ce tome 7 de Boko Stratège, je vais lui mettre un 18 sur 20. On passe au suivant avec Cinderella chez IMHO. C'est un des premiers mangas édités par cette maison d'édition. Et c'est de Junko Mizono, qui est une autrice d'Eroguro. Mais un Eroguro assez différent de celui qu'on peut voir chez Maruo, chez Kago, chez Furuya par exemple. Là, on est dans de l'Eroguro un peu kawaii dans le style. C'est tout en couleur, c'est totalement déjanté. Et ça va revisiter certaines histoires. Donc vous vous doutez par rapport au titre, là, ça revisite l'histoire de Cendrillon, mais d'une façon très punk, et au final ça fonctionne plutôt bien. C'est vraiment psychédélique, mais j'aime beaucoup le style de Junko Mizuno. Vous allez voir que ce soit dans cette vidéo ou dans l'autre, vous allez retrouver des œuvres de Junko Mizuno parce que j'ai découvert quasiment toutes ses œuvres ce mois-ci. Et on va dire que Cinderella est plutôt en haut du panier, ce qui fait que je vais lui mettre un bon 14 sur 20. Bon, que dire du tome 11 de Dan Dadan. Les tomes se suivent et se ressemblent dans l'excellence. Dès qu'un tome sort, on peut être sûr que c'est le premier sur ma pile à lire. Et ce, parce que je trouve qu'il y a un équilibre parfait entre l'action, entre la romance et entre la folie, en fait, dans Dan Dadan. Ce qui fait que même si on n'a pas un fil conducteur vraiment clair, on arrive toujours à se renouveler, en fait, avec les chapitres de Dan Dadan. Et je trouve aussi les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, hyper bien écrits. Ce qui fait qu'on s'attache quasiment à tout le monde. Et donc, quel que soit le personnage sur lequel on se focus dans une scène, on va être intéressé. Là où dans certains mangas, on va des fois avoir des scènes un peu plus intéressantes puisqu'on a des personnages un peu plus intéressants et d'autres un petit peu moins intéressantes parce que le personnage secondaire, on s'en fout un petit peu. Là, toutes les scènes sont
hyper intéressante. Au niveau des dessins, n'en parlons pas, on a des successions de doubles planches incroyablement bien dessinées. Et puis les nouveaux personnages sont toujours super bien intégrés, ce qui fait que là on découvre à la fin du tome un autre nouveau personnage. Et j'ai hâte qu'on le développe dans le prochain tome, donc vivement le prochain tome de Dan Dadan. Ça a atteint un tel niveau que je peux pas lui mettre moins de 19 sur 20 à chaque tome, sauf si un jour il y a un tome un peu moins bien, mais pour l'instant c'est pas le cas. J'ai complété ce mois-ci ma collection des Shintaro Kago avec une annonce Vinted de Gaku que je salue, et les Dementia 21, le tome 1 et 2 que j'ai pu lire. Alors j'avais lu des avis assez mitigés sur celui-ci, même si j'ai essayé de pas trop les lire pour pas me faire influencer dans ma lecture et dans mon avis. Et en fait j'ai été agréablement surpris, parce que moi j'ai adoré Dementia 21, que ce soit le tome 1 ou le tome 2. Alors faut pas lire tout en one shot, moi j'ai lu le tome 1 assez doucement, et j'ai fait une petite pause en lisant d'autres mangas, puis après j'ai lu le tome 2. En fait on est sur des histoires courtes qui vont se focus sur la même personne et sur le même thème, c'est-à-dire qu'on se focus sur une personne qui s'appelle Yuki, c'est une jeune fille qui est aide-soignante à domicile chez des personnes âgées. Vous vous doutez qu'avec Shintaro Kago on va pas s'arrêter à ça, c'est-à-dire que on va avoir des histoires complètement barrées où des personnes âgées vont avoir des pourvoirs surnaturels, où ils vont se démultiplier et surtout ils vont en faire voir de toutes les couleurs à la pauvre Yuki. Kago reste dans le style dans lequel on l'attend, c'est-à-dire en nous manipulant totalement, et ça fonctionne hyper bien. Je vais pas dire que c'est ma série préférée de l'auteur, c'est pas le cas, mais j'ai globalement beaucoup aimé. J'aime bien aussi l'édition de Hubert, je la trouve très pratique à lire, c'est assez souple et en même temps assez quali. Au niveau des pages, voilà, c'est bien blanc. Non, ça se lit très bien. Dans un gros format comme ça, c'est assez rare. Donc je tenais à le souligner. Et donc Dementia 21, ça mérite un bon 16 sur 20. Un autre Junko Mizuno avec Hansel et Gretel. Je les ai tous achetés de toute façon le même mois. Alors celui-ci, je l'ai trouvé au-dessus graphiquement que Cinderella. Par contre, bien en dessous au niveau de l'histoire. J'ai pas tout compris ce qui se passait. Ça part un peu dans tous les sens. Et si bien qu'à la fin, j'ai pas compris en fait la fin, comment ça se passait. Alors ça revisite Hansel et Gretel, donc forcément on reprend des codes de Hansel et Gretel, mais on s'éloigne quand même un petit peu de l'histoire. Honnêtement, j'ai pas été très convaincu par celui-ci. Je pense que de tous ceux que j'ai lus de l'autrice, c'est celui que j'ai moins aimé. Mais comme je vous l'ai dit, graphiquement c'est toujours très intéressant. Et j'aime beaucoup le style de cette autrice. Malgré tout, je vais lui mettre un 12 sur 20, parce que bon, j'ai quand même apprécié l'histoire, apprécié la lire, mais j'ai pas compris grand chose. Mais surtout le 12 sur 20, c'est sur la partie dessin que j'aime beaucoup, et sur l'édition aussi, puisque c'est tout en couleur, donc c'est assez plaisant. Je sais, j'avais dit que je me calmais avec les Kamsu Gendrekim, je peux pas m'en empêcher. Giselle dans ce beau bébé de chez Sarbacane, voilà, en dur, donc très belle édition. Encore une fois, l'autrice se charge du devoir de mémoire de la Corée, avec ses heures les plus sombres, notamment pendant l'occupation américaine. Et là, on va se concentrer sur un village où 120 villageois vont devoir s'abriter dans une grotte pour échapper justement au massacre, au génocide carrément, qui a lieu dans leur village. Qui dit une action qui se passe dans une grotte, dit un manga très sombre, déjà que le thème abordé est hyper sombre. Là en plus on renforce ça avec une grotte, et je trouve que comme Sugane Kim arrive comme d'habitude à exprimer ça d'une manière incroyable, puisque déjà c'est extrêmement bien dessiné. Moi c'est un style qui marche hyper bien sur moi, et l'ambiance est parfois si insoutenable qu'elle va insérer des pages totalement noires. Donc encore une fois, Kumsuk Gendrekim va arriver à imposer son style tout en faisant ce devoir de mémoire, et je trouve ça juste incroyable. Alors un mot sur l'édition aussi, parce que Sarbacane a fait vraiment du très beau boulot, je la trouve très très belle, c'est vraiment un bel objet, et surtout c'est un récit qui mérite d'avoir un bel objet comme ça. Ça renforce encore plus le côté où on se dit qu'on lit quelque chose de très important, une histoire vraie, donc quelque chose qui a besoin d'être lu, qui a besoin d'être connu, et surtout de ne pas tomber dans les oubliettes. Et ça, Kumsuk Gendrekim arrive toujours bien à s'en charger. Alors c'est hyper sombre, hyper dur, et surtout c'est une histoire vraie, donc c'est très touchant, c'est très... voilà, ça prend au cœur, mais ça m'a moins touché que certaines de ses autres œuvres. Donc ce qui fait que d'habitude je mets des 18 sur 20, des 19 sur 20 aux œuvres de Kumsuk Gendrekim. Là on va plus être sur un 17 sur 20, et on va voir avec une autre œuvre qui passe juste après, que là j'ai encore un step préféré que celle-ci. Et cette œuvre dont je vous parle, c'est June, donc toujours de la même autrice. Et là on va être sur le thème de l'autisme, mais aussi sur une histoire qui a vraiment existé, puisque c'est l'histoire de June, ce personnage qui est autiste,
mais qui est aussi un musicien de génie. Et j'aime beaucoup la description au dos du bouquin, donc je vais vous la lire. Si vous abordez la lecture de ce livre en imaginant découvrir la fabuleuse histoire d'un handicapé, musicien de génie qui a pu surmonter toutes les difficultés auxquelles il était confronté grâce à l'amour inconditionnel et incommensurable de sa famille, c'est peine perdue. En fait, ça résume bien l'œuvre de Jun, parce qu'on va pas être dans un récit larmoyant où il s'en sort hyper bien parce que c'est un musicien de génie, donc y a tout qui lui passe au-dessus. Non, on va être vraiment sur se focus sur l'autisme et sur les discriminations que ça engendre, sur l'impact que ça a sur sa famille, que ce soit sur ses parents ou sur sa sœur. Et on va voir que les discriminations, elles ne sont pas subies que pendant l'enfance. On croit que c'est l'âge le plus difficile parce que les gamins n'ont pas de filtre, donc forcément ils vont le discriminer, ils vont beaucoup avoir de préjugés. Ça se prolonge aussi, même quand Jun grandit, puisqu'on va voir petit à petit Jun grandir dans l'histoire. Et même avec son talent, même avec tout ça, il va encore subir des discriminations. Et j'ai totalement adoré cette histoire, parce que justement elle est abordée avec un angle dont on n'a pas l'habitude. On va pas du tout s'apitoyer sur son sort, on va même voir aussi la difficulté que ça a pour les autres. On va pas se concentrer que sur le personnage de Jun, mais on va se concentrer par exemple sur sa sœur, dont la vie n'est pas facile à cause de Jun en fait, puisqu'elle doit vachement s'occuper de lui, elle doit s'effacer parce que Jun concentre toute l'attention de ses parents aussi, et ça la responsabilise très tôt, puisqu'elle c'est la petite sœur de Jun. Donc en fait, elle connaît pas vraiment une enfance à proprement parler, puisque même si elle est plus jeune que son frère, elle va devoir s'occuper de lui, et ce, de son enfance à son âge adulte. Et je trouve ça hyper intéressant de l'aborder de cet angle-là, puisque au lieu de s'apitoyer, on va plutôt vraiment découvrir ce que c'est l'autisme et ce que c'est de gérer aussi une personne autiste. Donc je vous le conseille vivement, c'est l'une de mes œuvres préférées de l'autrice, et je pense que c'est une œuvre à lire aussi pour comprendre ce qu'est l'autisme. Un petit mot sur l'édition, très belle édition comme d'habitude sur ce qui est fait sur les œuvres de Kumsuk Genri Kim, et ça j'aime beaucoup parce que c'est des éditeurs souvent différents. Là on est sur Delcourt, sur d'autres, on va être sur Futuropolis, sur Sarbacane. Et j'ai l'impression que tous les éditeurs comprennent à quel point il faut mettre en valeur en fait les bouquins de cette autrice, étant donné l'importance du récit qu'elle va mettre en avant et qu'elle va dessiner et écrire d'une manière juste incroyable. Donc toujours aussi fan de Kumsuk Genri Kim, et je vous encourage toujours autant à lire ses œuvres, à les découvrir, parce que ça va souvent vous mettre une claque, mais aussi souvent vous apprendre beaucoup de choses, et ce sur des thèmes très différents. Donc Jun, je vais lui mettre aussi un 19 sur 20. On enchaîne avec une œuvre de Suihiro Maruo, La Chenille. C'est une œuvre que je voulais découvrir depuis assez longtemps, puisqu'elle a une bonne cote, elle a souvent des bons avis, et franchement ma lecture l'a confirmé. Je pense que c'est dans le top 3 de mes œuvres préférées de l'auteur. Au niveau de l'histoire, on va être sur un homme qui revient de la guerre et qui a perdu tous ses membres. Donc c'est un homme tronc, et sa femme va devoir s'occuper de lui. Et on va voir tous les sacrifices que ça engendre, aussi bien sûr avec une dose de perversion, puisque c'est de l'Eroguro, c'est Maruo. Mais je trouve le manga toujours aussi artistique, toujours dans le style de Maruo, où chaque planche est une œuvre d'art, et ça c'est vraiment un plaisir pour les yeux. Donc franchement, si je dois vous recommander des œuvres de l'auteur, ça serait L'île Panorama que j'adore, mais aussi La Chenille qui rentre dans le top de mes œuvres de cet auteur. J'ai pas encore fini de le découvrir, mais ça ne saurait tarder, j'essaie d'en prendre un par mois. Je crois qu'il m'en reste 3-4 à découvrir. Et celui-ci, je vais lui mettre un 17 sur 20. On est bientôt sur la fin de cette tier list avec l'avant-dernier manga, qui est L'Orme du Caucase de Jiro Taniguchi. Vous connaissez mon amour pour cet auteur et mon souhait d'avoir le full set, ça progresse petit à petit. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander des conseils, que ce soit en commentaire ou sur Instagram sur l'auteur. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, puisque je mets des reviews à chaud. Donc c'est-à-dire que dès que je lis un manga, je vais mettre mon avis en story sur Instagram. Ça vous permettra de prendre un petit peu de l'avance sur ces vidéos-là sur YouTube. Et L'Orme du Caucase fait partie des œuvres que je vous recommande très chaudement de Jiro Taniguchi. On est sur un recueil d'histoires courtes, et là où des recueils d'histoires courtes, souvent on est sur des histoires assez inégales, là sur L'Orme du Caucase, j'ai aimé toutes les histoires, je les ai trouvées toutes excellentes. On va avoir parfois des histoires pleines de douceur, pleines de tendresse, pleines de nostalgie, et parfois tout en même temps. Et je trouve que c'est là que Taniguchi arrive vraiment à exprimer son talent, c'est sur la tranche de vie. Et je sais que c'est la deuxième partie de sa carrière, la tranche de vie, puisque la première partie, on va retrouver plus des œuvres éditées chez Pika, Kana, etc., où on va être plus sur du polar, sur du hard-boiled, comme on l'appelle. Et c'est des œuvres sur lesquelles il excelle au dessin, mais souvent il est accompagné d'un autre scénariste, et je trouve que ça dénature un petit peu son récit, là où on voit vraiment l'essence
de son talent dans les œuvres souvent éditées d'ailleurs chez Saka Manga. Et je le disais d'ailleurs sur Instagram dans mon avis sur l'œuvre, c'est que toutes les œuvres de Jiro Taniguchi éditées chez Saka, j'ai quasiment tout adoré, sauf Furari qui était sur un thème qui me plaisait pas trop, mais je pense que ça peut plaire à d'autres. Et il me reste quelques mangas de l'auteur à découvrir dans ces éditions, et j'ai hâte de les découvrir vraiment. Surtout qu'on le voit, Saka Manga continue à investir sur Jiro Taniguchi, avec notamment des rééditions dans ce format un petit peu cartonné. Là on voit qu'il y a un Zoé en hiver qui va sortir ou qui est sorti, donc je vous recommande d'y aller. Je vous recommande d'acheter les œuvres de Jiro Taniguchi, et surtout celles éditées chez Saka Manga, sans parler du Sommet des Dieux édité chez Kana qui est un chef-d'œuvre, parce que c'est là qu'on retrouve vraiment l'auteur, et L'Orme du Caucase ne fait pas exception. Pour moi, c'est vraiment un petit coup de cœur. Et ce format histoire courte vous permet de découvrir Jiro Taniguchi sous plusieurs angles, et ça va vous permettre de voir si vous aimez vraiment cet auteur, si vous avez vraiment envie de découvrir d'autres de ses œuvres. Donc je vous le recommande pour découvrir l'auteur. Et à ce recueil d'histoire courte, je vais lui mettre un 18 sur 20. Et pour le dernier manga, c'est un manga que je ne peux pas vous montrer en physique puisque je l'ai lu en numérique grâce à Ankama qui a une plateforme qui s'appelle Allscreen et m'ont gentiment proposé d'en parler. Donc c'est une application que vous pouvez télécharger sur n'importe quelle plateforme, donc que ce soit sur l'Apple Store ou sur Android, et vous allez retrouver tous les bouquins de Ankama. Mais ce qui est assez fort par rapport à d'autres plateformes, c'est que les mangas vont être revisités en webtoon. Bon, ça change rien au niveau de l'histoire, mais au niveau de la lecture et de la fluidité, ça va être beaucoup plus simple puisque on va lire en faisant défiler comme ça. Moi, je suis pas un grand fan de webtoon de base, mais par contre j'aime beaucoup le fait de lire aussi facilement les webtoons et plus facilement qu'un manga en version numérique. Donc si vous aimez les œuvres d'Ankama et si vous avez envie de les découvrir, je vous conseille de télécharger cette plateforme. Et moi-même, ils m'ont proposé de découvrir plusieurs mangas, dont celui dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle Shamisen. Et en fait, Shamisen, c'est une fable japonaise. Donc ça, c'est court, hein, il y a 5 chapitres. Personnellement, je connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est une très très belle découverte, puisque tout est en couleur. On est sur un style japonais assez ancien. Donc au niveau du récit, on est vraiment dans de la poésie, puisque c'est une fable japonaise. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout la manière dont c'est dessiné, la manière dont l'aura en fait de cette fable va se retranscrire dans ce récit. Et moi j'ai passé un super moment de lecture. Je pense que justement ce format numérique s'adapte très bien à ce genre d'œuvre. C'est une lecture qui se fait assez rapidement, mais moi je mettais des temps de pause en fait sur les planches pour admirer la beauté de ces planches. Et donc je vous recommande vivement de découvrir Shamisen, que ce soit en format physique, parce que ça existe en format physique, ou en format numérique via la plateforme Allscreen. Et donc Shamisen, je vais lui mettre un 16 sur 20. Et c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures du mois, et s'il y a des lectures que j'ai présentées dans cette vidéo qui vous intéressent aussi. On se retrouve très rapidement pour la deuxième partie sous forme de top flop. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, salut.